Et comme tous les jours, 7h45, nous retrouvons Christophe Barbier. Bonjour Christophe Bonjour Barbier. Eva, bonjour Charlène, bonjour à tous. Le lundi, c'est l'heure de votre édito. Bien sûr, on s'intéresse aux répercussions en France de ce qui se passe en Israël, notamment de ces tensions entre Israël et la FINUL. Alors, le fait que des soldats sous casque bleu aient été blessés par des tirs israéliens, est-ce que ça engage une nouvelle étape des tensions entre la France et Israël? Oui, incontestablement. D'abord, on le voit dans les mots, puisque le mot d'inacceptable a été prononcé. La France ne tolérera pas, a dit Emmanuel Macron. L'ambassadeur d'Israël en France a été convoqué, donc on monte dans un degré dans la tension, ou du moins dans l'explication musclée entre les deux pays. Ça a permis aussi à Emmanuel Macron de réitérer ce qu'il avait dit le 5 octobre. Il faut arrêter de livrer des armes à Israël, a-t-il dit. Tout en ajoutant, et ce n'est pas rien, que ça ne devait pas porter atteinte à la capacité d'Israël à se défendre. Sur le terrain, tout de même, le problème, bien sûr, c'est que l'armée israélienne, dans son opération, ait des dommages collatéraux, comme on dit, sur des forces de la FINUL. Mais c'est surtout que la FINUL soit en échec depuis des années maintenant, à faire respecter notamment la résolution 1701 de l'ONU. Elle est là pour ça, cette FINUL, elle n'y arrive pas. Le sud du Liban n'a pas été désarmé, n'a pas été neutralisé. C'est ça l'essentiel. Il faut discuter avec le Hezbollah, affirme Jean-Yves Le Drian, envoyé du président Macron pour le Liban, dans la Tribune dimanche. Vu que des discussions existent en fait déjà avec le Hezbollah, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ce rappel. D'abord, la France continue à vouloir distinguer le Hezbollah politique du Hezbollah armé. Le Hezbollah militaire est une force terroriste, nous dit Jean-Yves Le Drian. Le Hezbollah politique fait partie prenante de la vie politique libanaise. C'est quand même sous-estimer l'emprise tyrannique à travers le Hezbollah que l'Iran essaye de faire peser sur le Liban. La vie politique a été faussée par le Hezbollah depuis des années maintenant. Depuis 2020, si ce pays est incapable de se doter d'institutions stables, c'est à cause de l'Iran via le Hezbollah. Et ça, la France n'en est pas assez consciente. Il y a un rêve français de restaurer cette mosaïque libanaise où on fait l'équilibre entre les ethnies, les cultes, les factions politiques, et on arrive à faire avancer miraculeusement ce pays. Cet équilibre-là, c'est le Liban de grand-papa. Il ne reviendra pas. Christophe, la France et Israël sont très proches sur le dossier iranien en général. D'ailleurs, souvent, c'est ce que dit l'ambassadeur d'Israël en France, c'est ce que dit l'ambassade en France. Pourtant, la France, là, précisément dans ce dossier libanais, semble faire quelque chose qui serait de l'ordre de ménager l'Iran. C'est un peu difficile à lire. Oui, c'est difficile à lire. Alors, il y a une raison quand même objective, concrète, et d'ailleurs, le dernier coup de téléphone de Macron au président iranien, Masoud Pezeshkian, va dans ce sens-là. C'est les otages français qui sont en Iran. On a des ressortissants qui sont retenus contre leur gré, prisonniers en Iran. Et évidemment, la République française pense à eux dans sa diplomatie. Ensuite, il y a les ambivalences françaises, permanentes, pérennes, dans cette région du monde, vis-à-vis de la Turquie, de l'Iran, du Qatar, de l'Azerbaïdjan. On souffle le chaud, on souffle le froid, parce qu'on considère que la diplomatie, c'est cela. Mais une diplomatie, Macron, qui surestime peut-être aujourd'hui son influence et ses forces, et qui continue à souffler le chaud et le froid en pensant qu'elle peut en sortir gagnante, alors que son influence ne fait que se réduire. Il y a ce matin dans le Figaro un papier accablant de Nicolas Bavray sur le bilan de cette diplomatie Macron dans le monde entier. On voit bien que le double quinquennat Macron aura été une décennie d'affaiblissement diplomatique de la France. Christophe Barbier, dans ce que fait Emmanuel Macron sont en même temps diplomatiques, est-ce que finalement ça ne s'inscrit pas dans une certaine tradition française qui aujourd'hui se retrouve à la traîne étant donné les enjeux politiques internationaux? Bien sûr, il y a une tradition française qui vient du gaullisme et même de plus loin, qui est la tradition du Quai d'Orsay et qui n'a jamais été favorable au sionisme, qui a toujours été extrêmement critique. On voit bien que cette position-là était tenable quand la France avait une véritable influence concrète, jusqu'aux années Chirac par exemple au Liban, et quand cette région du monde échappait à une complexité qui s'est considérablement accrue depuis le 11 septembre 2001. Et on voit bien qu'aujourd'hui, la lecture de ce qui se passe au Proche et au Moyen-Orient doit se faire à travers l'offensive mondiale de l'islamisme politique. C'est beaucoup plus complexe que ce qui était le cas au XXe siècle. Et la diplomatie française ne s'est pas mise à l'heure. Alors justement, à propos d'islamisme politique et plus exactement même d'islamistes meurtriers, un an après les assassinats de Dominique Bernard, 4 ans pour Samuel Paty, est-ce qu'on a tiré les leçons de l'attentat contre ces deux professeurs par des islamistes? Eh bien, la réponse, et c'est pas une réponse de Normand, c'est oui et non. Et d'ailleurs, l'édito de Caroline Yadan tout à l'heure l'illustrait très bien. Oui, on en a tenu compte. Par exemple, les demandes de protection fonctionnelle. Quand un enseignant se sent menacé, il demande une
protection fonctionnelle, c'est en hausse de 29% en 2023 par rapport à 2022 et de 15% en 2022 par rapport à 2021. Donc la machine administrative répond aux appels au secours, aux appels à l'aide, aux alertes de ces professeurs, de ces fonctionnaires. Le pas de vague a reculé quand même beaucoup. On étouffe moins les affaires parce qu'on se rend compte qu'étouffer, ça mène à des tragédies comme celle de Samuel Paty. En revanche, on sous-estime quand même le risque, c'est-à-dire la pression de l'islamisme politique à travers l'école, à travers le rapport de force avec les services publics. De ce côté-là, la vigilance de l'administration a cru, le réveil politique et la proposition de solutions structurelles n'a pas vraiment progressé. Mais est-ce que justement, c'est pas ça le nœud du problème? C'est-à-dire que dans une démocratie où chacun doit pouvoir exprimer ses opinions librement, doit pouvoir exprimer ce qu'il est aussi librement, il y a comme un angle mort finalement où perdure, profite l'islamisme, et ça c'est très très difficile à appréhender. Oui, c'est très difficile à appréhender parce que à l'école notamment, c'est un lieu de liberté d'expression pour les enfants qui se constituent une conscience personnelle et même parfois politique. Mais le problème n'est pas tant ce qu'on laisse dire, c'est ce que l'on s'interdit de dire. Il y a une autocensure qui s'est développée, il y a des thèmes qu'on n'aborde plus à l'école, notamment le thème de la Shoah, mais aussi par exemple les théories de l'évolution, le darwinisme. Tout cela n'est plus évoqué. C'est plus cette autocensure qu'il faut combattre en convainquant les profs de ne pas déserter ce terrain-là et en les assistant pour faire leur métier, plutôt que de s'inquiéter seulement de ce qui est dit parfois avec véhémence. C'est aussi cela, l'école, c'est l'endroit où on s'exprime parfois avec excès. Alors, est-ce que des attentats comme ceux contre Dominique Bernard et Samuel Paty peuvent se reproduire? Bien sûr, parce que les professeurs de lettres et d'histoire qui transmettent les valeurs des Lumières, les valeurs de la République, ils sont toujours aussi exposés. Et puis, ça peut se reproduire parce que ces attentats, ces meurtres, ça a toujours été avec de petits moyens. On n'a pas eu de mobilisation d'une organisation internationale pour assassiner Paty ou Bernard. Ça s'est fait de manière presque improvisée, c'est-à-dire très difficile à détecter. Donc c'est la vigilance de tous les jours qui peut permettre de protéger ces professeurs. Il ne faut pas rêver d'une surveillance policière hermétique. Et puis il faut le rappeler aussi, Christophe Barbier, le premier professeur assassiné en France, c'était en 2012, à l'école Hautes-Arts à Torah de Toulouse. C'est aussi souvent malheureusement un angle mort de ce problème. Justement, on en vient aux atteintes à la laïcité dans l'éducation nationale. Elles sont en forte baisse selon la ministre. Est-ce qu'on peut s'en réjouir? Oui, il faut s'en réjouir. Alors pourquoi elles sont en forte baisse? Parce qu'en septembre 2023, on sortait de la polémique Abaya avec l'interdiction formulée par Gabriel Attal. Il y avait eu beaucoup de provocations. 838 atteintes à la laïcité dans les établissements. C'est tombé à 110. On peut se dire, bon, c'est très bien. Ça veut dire que la fermeté marche. Quand la loi républicaine est exprimée de manière claire et forte, eh bien les personnels l'appliquent et les citoyens récalcitrants finissent par se soumettre à la loi. Encore que 110, ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien, ça veut dire quand même plusieurs par jour dans les établissements, sans compter évidemment celles qui ne sont pas remontées. On l'a vu ce week-end dans un sondage paru dans le JDD, 75% des Français estiment que la laïcité est en danger. Alors justement, entre ce que dit la ministre et ces chiffres, comment ça s'explique ce décalage? Ça s'explique d'abord parce que tous les incidents ne sont pas quantifiés, ne sont pas notés. Par exemple, on apprend que les directeurs d'établissements ont beaucoup de mal à signaler les jeunes filles qui ont une dispense de sport, qui ne pratiquent pas l'EPS. Parce qu'on ne sait pas si c'est pour un problème médical, pour un problème passager, ou parce qu'il y a une volonté islamique derrière cela. Donc, il y a cette difficulté à faire remonter certains incidents. Et puis, on voit bien qu'on a un problème de flottement du concept de laïcité. On voit bien que c'est quelque chose qui a besoin d'être redéfini, d'être peut-être repensé collectivement, mais il ne faut pas s'en inquiéter. La laïcité, c'est quelque chose de vivant. C'est une notion vivante. Tous les jours, il faut la remettre en question. Il faut en rappeler les piliers, le droit au blasphème, le fait que l'école soit un sanctuaire. Mais il faut montrer aussi qu'il y a parfois une marge de négociation, de débat, où on peut ne pas être tous d'accord sur ce qu'est la laïcité à la française. C'est d'ailleurs inscrit dans la loi, avec un terme qui est un terme lui-même flou, gris. C'est le terme d'ostentatoire. Il ne faut pas avoir de signe religieux ostentatoire à l'école. Ça veut dire quoi, ostentatoire? À partir de combien de centimètres un signe religieux est ostentatoire? C'est laissé à la libre appréciation des enseignants, des directeurs d'établissement, des parents, de ceux qui font vivre la communauté éducative. Et ça doit être vrai dans le reste de la société. Les sorties scolaires, est-ce qu'on est encore à l'école? Donc les mères qui accompagnent ne peuvent pas être voilées? Ou est-ce qu'au contraire, l'école dit on sort de l'école, c'est une sortie, c'est pour montrer le monde tel qu'il est? On voit des policiers dans la rue, des clochards dans la rue, et on voit aussi qu'il y a des gens qui expriment leur religion.
on peut penser les deux choses en étant de bonne foi des deux côtés. La laïcité doit rester quelque chose de vivant. Alors, la laïcité, quelque chose de vivant. Effectivement, la laïcité, malheureusement, c'est aussi pris parfois par certains comme justement une façon de brider la liberté religieuse, Christophe Barbier. Oui. Comment y remédier tout en luttant contre des problèmes de communautarisme à l'école? Voilà. D'abord, il faut procéder par le débat public, intellectuel et le débat politique. À la fin, c'est la loi qui tranche. Sur le communautarisme, sur le séparatisme, on a fait une loi pour bien montrer où était la frontière. Sur le reste, c'est le débat public. Certains considèrent qu'au nom du bien-être animal, il faut supprimer l'abattage rituel. D'autres disent non, c'est une atteinte à la religion. Ayons ce débat public et nul doute que la sagesse collective l'emportera. Ce débat-là, il est bon, il est vivant, il est sain. Et il est bien peut-être aussi parfois de ne pas le trancher, de le laisser en suspens, de dire voilà, on continue comme ça, on ne sait pas qui a raison, qui a tort, qui a le bien, qui a le mal, eh bien on continue ainsi dans la tolérance. Et c'est ça peut-être le mot qui a trop disparu de notre espace public, c'est le mot de tolérance. Je suis pas d'accord avec lui, je suis pas d'accord avec elle, ni avec ses mots, ni avec son comportement, mais je le laisse faire parce que finalement, ça ne porte pas atteinte à mes droits fondamentaux. C'est un problème aussi, Christophe Barbier, de crispation. Oui, bien sûr. Nous sommes dans une société de plus en plus crispée. Nous sommes dans un monde de plus en plus violent. Le moindre désaccord se transforme en rafale d'insultes sur les réseaux sociaux et assez rapidement en menace de mort. D'où l'importance de réguler le débat public. Eh bien, quand vous avez des insultes proférées sur les ondes de la radio, vous pouvez aller devant le juge. Eh bien, quand il y a des insultes ou des menaces proférées sur les réseaux sociaux, il faut légiférer. On progresse. Les signalements pharos, les retraits de contenu, le bras de fer avec les GAFAM, on progresse, mais on progresse lentement. C'est-à-dire que la loi de la jungle s'est répandue à vitesse grand V sur la planète et la reconquête de la civilisation, elle va se faire à petits pas. Merci beaucoup Christophe Barbier. Christophe Barbier qu'on retrouve tous les jours sur Radio G pour son interview politique et bien sûr avec beaucoup de plaisir chaque lundi pour son édito qui nous permet de décrypter l'actualité. Merci beaucoup Christophe. Merci Eva.